Alors, je suis journaliste d'investigation, je fais ce métier depuis 1972. J'ai travaillé d'abord dans plusieurs salles de rédaction, bien sûr, de quotidiens d'information générale nationaux, puis par la suite d'hebdomadaires, alors des journaux très différents comme le mensuel du groupe financier Les Échos, par exemple, l'Humanité, et puis d'autres journaux comme VSD, Paris Match, etc., de manière épisodique. Par contre, j'étais collaborateur régulier des Échos, de l'Humanité et de VSD pendant 4 à 5 ans. Et j'ai travaillé après en indépendant à partir des années 88-90. Parce que les sujets que j'abordais étaient difficiles à publier. C'était des sujets qui touchaient principalement à des aspects de la financiarisation de l'économie, c'est-à-dire la place de plus en plus importante que prenait la grande finance dans l'économie nationale. Et à partir des réseaux financiers, après j'étais sur d'autres choses, puisque l'enquête dont je vais vous parler ce soir, 56, le premier volume de cette enquête commence dans les années 91-92. À l'époque, vous avez la montée... Alors, d'abord, je voulais remercier M. Ramirez pour son invitation, puisque tenant compte du fait que les médias français, les journaux d'information générale font une censure quasi totale sur l'ouvrage, je suis obligé, bien évidemment, de recourir à la fois au réseau d'Internet et puis également de me déplacer de ville en ville quand c'est possible pour donner des conférences, pour faire connaître ce travail. Alors pourquoi 56 est-il l'objet d'une quasi-censure de la plupart des médias d'information générale, du Figaro à l'Humanité, en passant par Valeurs Actuelles, le Nouvel Obs, sans oublier bien évidemment des chaînes de télévision, BFM TV et d'autres chaînes de France Télévisions. Tout simplement parce que le sujet dont je vais vous traiter ce soir et dont parle le premier tome de cette enquête, touche aux questions des relations entre l'État français, entre plusieurs des principaux responsables de l'État français, avec des groupes criminels, et cela depuis les années 1990. Alors, ces groupes sont essentiellement des groupes qui gravitent sur les pays du monde arabo-musulman, c'est-à-dire tous les pays du Maghreb, jusqu'à la Syrie et tout le Moyen-Orient, Palestine, Liban, Syrie. Quand je commence donc cette enquête, je m'intéresse tout naturellement, c'est à partir d'un fait divers, une femme qui est battue en région parisienne, donc je remonte un peu, j'essaie pour la faire savoir aussi quelle est sa condition, puisque d'autres femmes algériennes dans les années 92 se trouvent dans cette situation. La montée de l'intégrisme, de ce qu'on appelle l'intégrisme en Algérie, s'accompagne également d'une radicalisation dans les cités des grandes villes de France. Et à partir de cette enquête, je trouve des choses, circulation de faux papiers, bon évidemment les femmes qui sont battues, qui sont répudiées, certaines jeunes filles qui sont droguées, qui sont emmenées pour passer la frontière pour être mariées au bled, enfin tout un tas de signes qui font dire qu'il y a effectivement une radicalisation dans les cités, pas seulement de Paris, hein, ça touche aussi Lille, Lyon, Marseille principalement. Et je trouve, tout en continuant cette enquête, donc j'ai une information qui me vient d'un contact que j'ai dans la presse algérienne, qui me dit, écoute, Jean-Loup, tu devrais te renseigner, puisque moi j'ai une info selon laquelle le Front islamique du salut algérien va tenir son premier meeting en Europe et il va faire cette réunion en France. Alors je dis, écoute, ça m'étonnerait quand même qu'ils choisissent la France, parce que, bon, je sais qu'il y a radicalisation, mais ça me semble difficile qu'ils fassent un meeting important comme ça en France. Et puis je me renseigne donc au travers également de différents contacts comme on en a, c'est-à-dire quand on est journaliste d'investigation, on va sur le terrain et auprès d'associations proches qui se trouvent dans les cités, des associations aussi qui défendent les femmes maghrébines qui sont en difficulté, et puis aussi des contacts dans les milieux de la police, du renseignement. Et finalement, j'arrive à savoir que le fils va tenir son premier meeting effectivement en Europe, en France. Alors pas dans une mosquée, pas dans les locaux privés, mais dans les locaux publics de la cité universitaire d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne.
Donc ça m'intéresse, évidemment, je suis prêt, j'essaye de rentrer au meeting du FIS, ce qui est quasiment impossible puisque la réunion est interdite à la presse. Alors j'ai pour moi la chance d'avoir des policiers qui font leur travail, puisque quand on a l'habitude d'être sur le terrain, au bout d'un moment on reconnaît un peu qui fait quoi. Alors il y a la sécurité algérienne, il y a des gens qui passent devant l'entrée de la salle, qui font semblant d'aller faire leurs courses, de revenir, etc. Il y a les RG qui sont planqués dans un zoom, qui font des photos. Donc je me dis comment je vais rentrer. J'arrive évidemment et là je tombe sur deux grands gars en tenue paramilitaire qui me disent non, pas de presse, c'est interdit à la presse. Bon, alors dans ces cas-là, il faut réagir très vite. Je dis qu'est-ce que je fais? J'ai dehors la police qui veut continuer à faire des photos, donc qui veut pas de scandale. Et j'ai deux gars là qui veulent m'empêcher de rentrer, mais qui veulent pas de scandale non plus, parce qu'ils veulent que leur meeting se tienne normalement. Donc je sors évidemment ma carte de presse et je commence à faire du bruit. Comment? C'est scandaleux. Vous tenez votre meeting dans un lieu public et la presse ne peut même pas rentrer. Et là-dessus vient vers moi une personne qui se présente. Bonjour, qui êtes-vous? Alors je me présente, je dis Jean-Louis Zambert, VSD. Ah, VSD, merci beaucoup pour votre article. Alors je ne sais pas du tout de quoi il parlait. Merci beaucoup pour votre article. Ben, je dis c'est pas de quoi, c'est normal, on fait notre boulot. Hein. Bon, non, rentrez, mais alors surtout, je dis oui, je vais faire quelques photos, la tribune, les premiers rangs, et puis c'est tout un peu la salle pour montrer quand même, c'est un meeting important que vous faites là, je crois. Oui, mais alors soyez discret, etc. Donc je rentre dans le meeting, quelques photos, tribune, invité, salle, on arrête, puis on prend les discours. Donc les femmes, à peu près 1500 personnes qui étaient venues en quart de Lille, de la région parisienne, qui avaient été amenées. Les femmes sont parquées sur la gauche de la salle, les hommes occupent le centre et la droite. Et donc se tient un meeting, une pénombre avec la tribune éclairée, quelques bouquets de fleurs. Et puis à la tribune se trouve un homme qui s'appelle Anouar Adam. Alors il faut préciser que depuis le début du mois de mars, quand même, 1992, le Front islamique du salut est interdit en Algérie en raison des attentats qu'il a commencé à commettre. Et qu'il est en train de s'organiser militairement avec dans des villages... avec le groupe, le GIA, le groupe islamique armé, qui est un peu le bras armé du FIS, des familles qui sont assassinées à coups de hache parce qu'elles ne sont pas pratiquantes. Et puis c'est toute l'époque où vous avez la montée en puissance du Front islamique du salut en Algérie, avec des assassinats ciblés contre les communistes, les syndicalistes, les femmes principalement, celles qui refusent de porter le voile par exemple, et puis tout ce qui est des intellectuels, avocats, des poètes aussi. Donc je fais, et puis là, Anouar Adam, donc, qui voyage à l'époque avec un passeport diplomatique états-unien, fait un grand discours en appelant à renverser tous les régimes du Maghreb. Ça, c'est le 29 mars 1992. Et puis après, donc, les photos sont développées, bien sûr. À l'époque, on n'avait pas encore d'appareil numérique, c'était donc des hectachromes. Et je vois les photos, je dis tiens, je connais cette personne-là que je reconnais. Je dis mais ça me disait rien, parce que moi, je n'étais pas un spécialiste de ces questions-là, mais visuellement, l'image que je voyais là de cet invité qui se trouvait au premier rang, je l'avais déjà vu quelque part. Et ce monsieur, en réalité, c'était l'un des cofondateurs de l'organisation des frères musulmans tunisiens, Ennahda, qui s'appelait dans les années 85-86 le mouvement de la tendance islamique, qui a fait toute une série d'attentats à Paris, dont vous avez peut-être encore en mémoire, au pub Renault, à la galerie des Champs-Élysées, etc. Et après ces attentats, du reste, le mouvement de la tendance islamique a changé de nom, parce qu'il faut toujours être propre pour faire plus propre. Ils ont pris un nouveau costume qui s'appelait Ennahda. Et Ennahda, c'est l'organisation tunisienne des frères musulmans. Je reviens donc à cette photo. Et j'ai dit, je connais ce gars. Et ce gars, donc effectivement, sa photo j'avais vu sa photo lors des attentats de 85-86. Il n'était pas, lui, directement impliqué dans ces attentats, mais il était cofondateur de l'organisation qui était à l'origine de ces attentats. Et il faut savoir qu'au même moment, Ennahda, en Tunisie, tente son premier coup d'État. Ben Ali, donc, arrive au pouvoir et veut engager un processus de ce qu'il appelle la réconciliation nationale, en disant la Tunisie doit se tourner vers la modernité, je vais libérer, en gage de bonne foi, je vais libérer les islamistes qui ont été emprisonnés, de manière à ce qu'ils réintègrent la vie civile et qu'ils participent à la bataille politique. Moyennant quoi, dès qu'ils ont été libérés, ils ont préparé une deuxième tentative de coup d'État qui aura lieu en 1904, tentative qui échouera aussi, qui aura lieu en 1990.
Et je reviens donc là sur la France avec ma photo, et ce monsieur est recherché par Interpol. J'apprends qu'il est recherché par Interpol. Puis j'en trouve un deuxième, dont j'apprends également qu'il est recherché par Interpol. Alors je suis quelque part quand vous êtes journaliste comme ça, vous apprenez par des policiers, par des gens du renseignement, vous avez des infos, mais les infos, il faut les vérifier. Parce que quand vous faites ce genre d'enquête, il y a 3 principes à respecter. Le premier, pas d'a priori, c'est-à-dire que quand je vais enquêter sur la Syrie, je n'y vais pas pour soutenir Bachar el-Assad ou tel ou tel. Il faut y aller. On a un conflit régional, donc il faut aller sur le terrain en collectant le maximum de renseignements, en axant son travail d'enquête sur des événements et des faits bien précis. La deuxième chose, c'est ne faire confiance à personne. Et la troisième chose, c'est tout vérifier. Alors bon, ça peut vous paraître un peu primaire ce que je dis, ou facile à écouter, mais quand je dis tout vérifier, parfois, par exemple, je rencontre au fil de ces années d'enquête, notamment quand je vais travailler là sur le conflit syrien, des fonctionnaires qui sont proches du renseignement turc, dont je ne peux pas donner le nom. Il y en a un qui apparaît là, un autre apparaîtra dans le tome 2, mais qui m'explique par exemple par où passe, déjà à l'époque, par où passe, nous sommes en 2012-2013, par où passent les camions-citernes de l'État islamique qui transportent du pétrole depuis les champs de pétrole qu'il s'est approprié en Syrie vers la Turquie. C'est ce que a révélé le renseignement russe. Là, j'avais déjà les renseignements avant, mais quand vous avez un fait comme ça, faut pouvoir le vérifier. Parce que là, c'est un fonctionnaire qui vous parle, mais il peut très bien avoir des... Alors lui, c'était quelqu'un qui n'était pas ce qu'on peut appeler le clan Erdogan, parce que quand Erdogan est arrivé au pouvoir, il a tout de suite placé notamment à la tête des services de renseignement turcs des gens à lui, qui sont des gens qui sont proches, qui ne sont pas du tout en accord avec toute la tradition républicaine de la Turquie moderne, mais qui sont des gens qui sont proches des frères musulmans, et qui sont liés aux frères musulmans. Donc ça explique comment la Turquie est devenue un soutien actif du terrorisme depuis 2011 sur cette partie du Moyen-Orient, avec le soutien discret de l'OTAN, notamment par une des bases de l'OTAN qui se trouve dans le sud-ouest de la Turquie. Et donc là, j'ai ce renseignement, mais pour vérifier ce renseignement, ça demande de rencontrer d'autres personnes, aussi bien alors dans des sociétés, dans des transnationales du pétrole par exemple, mais établir des contacts, c'est pas facile. Il faut recouper tout un tas de faits, c'est-à-dire pour un petit fait par exemple qui va concerner le trafic du pétrole, mais vous pouvez avoir la même chose par exemple avec les lieux de passage des combattants qui sont recrutés par les frères musulmans. Donc je reviendrai sur la Syrie après, et je cherche, parce que j'ai dit ces gens, ils sont en France, ils sont réfugiés politiques, ils sont recherchés par Interpol. Je dis quand même, les gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on est recherché par Interpol, qu'en bas de la fiche, pour des actes graves, ce ne sont pas des casseurs de vitrines, ce sont des gens qui ont fait tentative de coup d'État, qui ont lancé de l'acide au visage des femmes qui ne voulaient pas porter le voile, qui ont détruit des bâtiments publics, parce que la cible des frères musulmans, c'est tout ce qui symbolise la laïcité. Alors ça peut être des écoles maternelles, ça peut être des lycées, ça peut être des bibliothèques, tout ce qui symbolise la laïcité doit être détruit. Parce qu'au-delà du discours qu'ils tiennent en France, y compris à l'Assemblée nationale, je vous en parlerai tout à l'heure, quand ils sont reçus par Mme Elisabeth Guigou, qui est présidente de la Commission des Affaires étrangères, sur le terrain chez eux, dans leur pays, tous leurs objectifs, c'est abattre ce qui symbolise la modernité, la laïcité et créer les conditions de la construction d'un nouveau califat. Et c'est du reste pour ça, je reviens sur la Tunisie, que les frères musulmans ont d'abord tenté tentative de coup d'État en Tunisie, parce qu'ils partaient du principe que c'était le plus petit État du Maghreb, et que ce serait donc plus facile d'en faire la première république islamique du Maghreb. Bon, alors là où ils ont été quand même tenus en échec aussi, c'est que même du temps de Bourguiba et après, avec le président Ben Ali, il y a eu tout un tas de textes qui ont été votés et qui ont donné une place importante à la femme dans la société tunisienne. Alors c'est un petit détail qui a son importance, parce que au fin fond du bled algérien, en plein Sahara, quand le mâle rentre chez lui pour imposer sa loi à sa femme, à ses sœurs, etc.,
il y arrive relativement facilement, surtout s'il y a une mosquée avec une école coranique à côté. Par contre, quand il rentrait en Tunisie, qu'il voulait imposer sa loi à sa sœur et à sa mère, il prenait des claques et il montait dans sa chambre. Alors c'est des petits détails, ça, par rapport à la situation sociale, mais qui expliquent aussi comment ça a été beaucoup plus difficile pour les frères musulmans de réussir leur coup d'État en Tunisie. Ils ont échoué et ils ne réussiront plus tard que par la voie des urnes à prendre le pouvoir avant d'en être chassés avec le soutien des États-Unis. Et donc je me dis comment vivent ces gens en France, parce que pour comprendre comment réagissent les gens ou comment fonctionnent, il faut souvent se mettre à leur place. Vous êtes réfugié politique, vous arrivez dans un pays, vous êtes protégé par les autorités, mais en même temps vous êtes recherché par l'organisation internationale pour des crimes graves. Comment vous faites pour vivre? Alors bon, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la chambre de commerce et d'industrie, bien sûr, ils sont en région parisienne, Paris. Alors je trouve là des choses formidables. Par exemple, j'en trouve un, Habib Motni, qui est le numéro 2, donc l'idéologue des frères musulmans tunisiens, qui lui est administrateur d'une société qui est au centre de Champs-Élysées, qui est dirigée par sa femme. C'est une société d'import-export. Après, j'en trouve d'autres, un autre qui a une entreprise de bâtiment, un autre qui est dans une agence immobilière, un autre qui a une imprimerie, etc. Alors pourquoi bâtiment, pourquoi agence immobilière, pourquoi import-export et pourquoi imprimerie? Imprimerie, c'est tout ce qui est Coran, tract, matériel qui peut servir pour le prosélytisme. Les agences immobilières, le bâtiment, c'est tout simplement pour avoir des logements disponibles quand il y a des frères qui débarquent et qu'il faut les mettre à l'abri sans qu'ils puissent être repérés par les autorités policières. Et puis l'import-export, c'est plus là pour tout ce qui concerne, je dirais, les aspects financiers de l'organisation du mouvement. Mouvement de fonds entre la France et puis différents pays, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Et sur cette, j'arrive finalement après à rencontrer des fonctionnaires de l'Organisation internationale de la police criminelle, pas de manière officielle bien sûr, et j'arrive à voir un paquet de fiches comme ça, qui sont des fiches d'Interpol, qui concernent tous ces individus qui sont recherchés, tous membres de l'Organisation des frères musulmans. Nous sommes dans les années 92-95, et ces gens sont en France à l'époque, ils y resteront jusqu'en 2011. En 2011, Interpol a un vocable qui est magnifique, c'est-à-dire qu'ils vont être déclassifiés. Alors, pour les familles qui ont perdu des proches ou pour ceux qui sont restés handicapés suite à ces attaques, je pense que le terme de déclassification est appréciable. Eux retourneront par contre, après avoir été protégés par les autorités françaises, pour certains d'entre eux, en Tunisie. D'autres feront le choix de rester en France, parce que bon, quand vous êtes réfugié politique dans un pays pendant plus de 20 ans, vous êtes un peu comme une plante hors sol, hein. C'est-à-dire que vous vous asséchez, vous n'êtes plus en contact avec le terrain. Et puis il y a aussi des différences dans ces mouvements. Par exemple, M. Habib Motni, dont je parlais tout à l'heure, lui est un frère musulman, mais était un partisan d'un islam avec le dialogue, où il aurait très bien accepté de participer à des gouvernements avec d'autres forces démocratiques, avec des communistes, avec des libéraux, etc. Alors que un autre, qui est l'un des fondateurs du mouvement, M. Khanouchi, qui s'appelle en réalité Rachid Kerigi sur sa fiche d'Interpol, Ranouchi, lui, est réfugié dans la banlieue de Londres. Il bénéficie de la protection des autorités françaises et il va retourner en Tunisie également et il va soutenir toutes les mesures les plus rétrogrades du gouvernement tunisien des frères musulmans de l'époque, c'est-à-dire tout ce qui va aller contre la liberté d'expression, contre le statut, la place de la femme dans la société, réécrire les livres d'histoire, y compris de l'histoire tunisienne, enfin tout un tas de mesures, si vous voulez, qui vont dans le sens de réintégrer la Tunisie comme pièce d'impulse pour la construction de ce qu'ils ont en tête, c'est-à-dire construire le grand califat, regagner la terre d'islam, dont fait partie la France avec l'Andalousie, l'Espagne, etc. Et donc j'en trouve d'autres, après je remonte et puis je me pose la question, mais au fond ces gens-là, s'ils sont protégés,
qui sont recherchés par Interpol, parce que je dis que je mets en cause aujourd'hui le pouvoir politique français, je l'accuse d'être complice de groupes criminels, et notamment de groupes terroristes, parce que quand vous avez une trentaine d'individus qui sont complices de ces personnes dont je viens de parler, qui sont recherchées par Interpol pour des crimes graves, que ces individus sont tous membres de la même organisation politique, que cette organisation politique se livre à des crimes de sang, je veux dire, c'est une décision qui relève du pouvoir politique, qui vient au moins du cabinet, sinon du ministre de l'Intérieur. Alors il faut savoir également que les fiches d'Interpol dont je vous parle, c'est en général, les fiches d'Interpol, c'est sur une feuille simple où ça a 2 ou 3 volets, généralement 3 volets. Et elles ont une couleur différente selon les crimes ou les délits pour lesquels la personne est recherchée. Le rouge, c'est pour les actes, pour les crimes graves, les actes de terrorisme, ces choses-là. Vous avez des fiches jaunes, des fiches bleues, des fiches noires, après, qui permettent d'identifier tout de suite les raisons pour lesquelles la personne est recherchée. Et sur ces fiches figure bien évidemment l'identité de l'individu, ses empreintes digitales, et aussi les pays dans lesquels, c'est formulé ainsi, l'individu, j'en publie du reste à la fin du livre, parce que je ne voudrais pas être accusé, n'est-ce pas, de tenir des propos diffamatoires à l'égard du président de la République et surtout des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui se sont succédés depuis 1990 à la tête de l'État. Voilà, vous avez donc les empreintes, vous avez la photo, vous avez aussi les pays dans lesquels l'individu est susceptible de se rendre. Donc je cite pour l'un des individus qui se trouve en France à l'époque, qui est aujourd'hui décédé, il est susceptible de se rendre en Algérie, en Suède, en Espagne, au Canada, Grande-Bretagne, France et États-Unis. La plupart de ces individus, les pays dans lesquels ils sont censés se rendre, ce sont essentiellement, pour ceux dont je parle, donc de l'Organisation des Frères musulmans, l'Angleterre, la France, les États-Unis, un peu la Suède et des fois un peu l'Allemagne. Ça dépend d'où ces individus viennent, de quel pays ils viennent. Parce que les frères musulmans ont toute une histoire, bien sûr, et elle est très différente selon les pays. C'est-à-dire que si l'organisation des frères musulmans est née en 1928 en Égypte, elle s'est étendue après dans d'autres pays du Maghreb, et principalement en Syrie. Alors les gens aujourd'hui, que le président de la République et que le gouvernement Valls présentent comme des opposants modérés, j'en fais un portrait sur 2 chapitres, du reste à l'intérieur du livre, pour montrer que ces gens sont tous liés à Israël, principalement au milieu sioniste plutôt, au milieu atlantiste, et qu'ils sont tous, pour les principaux dirigeants, impliqués dans des affaires de délits ou de crimes graves. Ce sont ces gens qui sont présentés comme des opposants modérés. Alors j'ai pris plusieurs noms, et puis j'ai enquêté sur eux. C'était un travail difficile, un travail de longue haleine, mais ça valait quand même le coup de dresser ce portrait de famille pour voir que ces individus sont en réalité loin d'être des opposants et d'être des modérés. Donc je reviens sur cette organisation des frères musulmans qui, depuis les années 1970 jusqu'à 2011, va tenter de prendre le pouvoir en République syrienne, partout, à chaque fois par des coups d'État ou par une série d'attentats à la voiture piégée, à la bombe, en tuant des civils, et pour imposer, faire retourner la Syrie, comme en Tunisie du reste, hein, en faire un pays qui s'inscrive dans la lutte pour le grand califat. Alors, pourquoi ce livre du reste est-il si mal vu par les journaux? Je vais revenir là un peu sur ce qu'on appelle l'information ou la propagande du pouvoir plutôt, parce que tout simplement au début du livre, vous le verrez, je ne publie que 3 photos, mais il y en a d'autres. Et ces 3 photos, ce sont des photos de millions de Syriens qui manifestent dans les rues des principales villes de Syrie pour protester contre la guerre. Vous ne verrez pas ces photos dans les médias français ni à la télévision. Et il y en a certains d'entre eux ont fait même mieux. Je donne 2 exemples à l'intérieur du livre, mais il y en a beaucoup d'autres. Puisque par exemple, il y a eu une manifestation de Syriens qui vivent en France, à Paris, sur la place du Trocadéro, et qui ont été manifestés contre l'agression et leur soutien au président de la République, Bachar el-Assad.
Et la journaliste de l'AFP qui était là, donc c'est pour vous dire que quand vous êtes à une manifestation comme ça, il y a des slogans, il y a des gens qui distribuent des tracts, il y a des banderoles, et en plus il y a le portrait du président de la République syrienne. Eh bien la journaliste de l'AFP qui va rendre compte de l'enquête par une dépêche qui va transiter après par toutes les salles de rédaction, réussira à en faire une manifestation de la soi-disant opposition syrienne. Autre exemple, un mois après, avec le Parisien libéré, qui va reprendre une photo de manifestation en Syrie. Une de ces photos, alors c'est pas une de ces photos-là, parce que ces photos-là, j'ai pu les avoir par les journalistes syriens. Il va se passer la chose suivante, c'est que le Parisien va carrément reprendre une photo de manifestation contre la guerre en Syrie, et va faire son titre et sa légende sur une manifestation, toujours de la soi-disant opposition modérée. Alors quand on en arrive à ce stade, soit on est vraiment très fatigué, et il faut arrêter de fumer la moquette, soit on est vraiment profondément malhonnête. Donc c'était important, si vous voulez, de montrer, parce que dans le tome 2, par exemple, je décortique aussi toute la propagande qui a été mise en place pour faire croire que l'armée syrienne avait utilisé des armes chimiques. Et là, on a assisté encore à un acte de, comme on assiste aujourd'hui avec une histoire de photos, paraît-il, de cadavres qui auraient été torturés dans les camps syriens, etc. C'est monté de toutes pièces. Alors, l'affaire dont je vous parle avec les armes chimiques, dont je parlerai dans le tome 2, est plus grave, parce que là, elle engage directement, au-delà de l'aspect politique, la probité intellectuelle du président de la République, M. François Hollande, de son Premier ministre de l'époque et de son gouvernement. C'est-à-dire que tous ces gens-là ne vont avoir de cesse, notamment M. Fabius, ministre des Affaires étrangères, de répéter que Bachar el-Assad est un assassin, il tire contre son peuple, c'est un dictateur. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas montrer les photos que je publie. Parce que quand vous avez des millions de personnes qui manifestent dans la rue leur soutien à leur président de la République et leur opposition à la guerre, vous ne pouvez pas dire dans le même temps qu'on tire sur le peuple. Donc il ne faut surtout pas montrer ces images. C'est la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis vont prendre tout un tas de dispositions pour boucler la Syrie du point de vue des satellites, du point de vue d'Internet. Il ne faut surtout pas que ces photos circulent. Et vous avez donc, alors là, je reviens sur les armes chimiques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, puisque on a un président de la République, un ministre des Affaires étrangères et un Premier ministre qui vont répéter en boucle pendant des semaines ils vont fournir les preuves que l'armée syrienne a utilisé des armes chimiques. C'est un document déclassifié de la plus haute importance. Et alors, bien sûr, il y a des relais de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est le renseignement le renseignement de l'armée française. Il a des correspondants à l'intérieur des salles de rédaction qui vont, bien sûr, enfler le phénomène. Alors, comme le document est complètement vide, il est complètement vide et creux, pour la simple et bonne raison, c'est que ce document a été fabriqué de toutes pièces. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire parler de quelque chose comme ça et accréditer la thèse que le gouvernement syrien utilise des armes chimiques, etc. etc. Comme on n'a pas d'éléments, parce qu'on sait que c'est faux, on fait travailler les médias sur le caractère exceptionnel du document, sur le caractère extraordinaire. C'est la première fois qu'il va y avoir de telles révélations. Attention, tenez-vous bien, et ça dure. Ça dure pendant des semaines. Et ça permet tout ça de faire traîner, de faire des campagnes avec des interventions à l'Organisation des Nations Unies, à Genève, dans des conférences internationales. On désigne le gouvernement syrien du doigt. Et puis, alors moi, je m'intéresse, je me dis un document déclassifié quand même. Alors ça, c'est curieux parce qu'aucun journaliste n'a cherché, visiblement. Pour qu'un document soit déclassifié, il faut d'abord qu'il ait été classifié. Or, quand un document est classifié et qu'il est déclassifié, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça passe par une commission qui est chargée de déclassifier les documents qui ont été classifiés. Ça se fait à la demande d'une autorité administrative ou politique, et donc il y a une commission qui se réunit, qui examine la demande, qui publie ses observations, et ces observations doivent être publiées au journal officiel. Or, entre le moment où le président de la République, le ministre des Affaires étrangères et M. Fabius et le Premier ministre annoncent qu'il va y avoir la publication de documents exceptionnels qui prouvent l'utilisation d'armes chimiques par la Syrie, il s'écoule une semaine. Alors moi, personnellement, connaissant le fonctionnement de l'administration française à ce niveau de l'État, je ne les vois pas en une semaine se réunir, débattre, faire leurs observations et publier au journal officiel. Et en plus, quand je cherche, sur la période des documents déclassifiés, il n'y a eu aucun document déclassifié
qui concerne l'utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne, ni même aucun document qui concerne l'armée syrienne qui a été déclassifié pendant cette période. Ce qui veut dire que, en réalité, cette affaire était encore une affaire de propagande qui a été montée de toutes pièces, comme celle, au départ, qui consistait à dire « Ah, mais le régime syrien tire sur la population civile ». C'est M. Juppé et M. Sarkozy qui ont engagé cette campagne, qui a été reprise après par M. Hollande principalement et M. Fabius, son ministre des Affaires étrangères. Rappelez-vous les propos que tenait notamment M. Fabius. Alors les frères musulmans vont procéder en Syrie comme ils ont procédé sur tous les pays du Maghreb, comme ils ont procédé en Libye et comme ils ont procédé en Égypte. C'est-à-dire qu'ils ont un plan. Donc je passe, vous verrez, pour ceux qui iront le livre, je montre, parce que j'ai rencontré des spécialistes du terrorisme sur les pays arabes, j'ai rencontré aussi des membres de services français, de services russes, de services turcs, de services marocains. Donc c'était un gros travail d'enquête, je veux dire, je me suis rendu aussi dans ces pays. Alors c'est pas facile parce que vous vivez au quotidien avec les gens, faut se méfier de tout, vous avez des informateurs qu'on vous présente par relation, faut faire coïncider les horaires des uns et des autres. Quand vous rencontrez un Turc qui va à Madrid mais qui repart dans son pays, pour le rencontrer, on ne peut pas le voir à Madrid, mais il peut le rencontrer sur un aéroport à Murcia, sur la côte ouest, mais il faut faire coïncider ce rendez-vous avec un autre rendez-vous que vous avez avec un fonctionnaire qui travaille avec le service du renseignement marocain, et puis quand vous avez réussi à tout bien caler, il y a le Marocain qui vous appelle en disant « Dis donc, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer la semaine prochaine ?» etc. Donc tout ça, c'est difficile à gérer financièrement et humainement, hein, parce que quand vous faites une enquête comme ça, il faut savoir qu'en France, comme dans beaucoup de pays, quand vous faites une enquête d'investigation journalistique, soit vous proposez votre sujet aux médias, que ce soit la télévision, que ce soit la presse écrite, et le média vous dit « Ouais, ok, d'accord, le sujet nous intéresse. Bon, bah vas-y, tu travailles, on fait le point au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de la complexité du sujet. » Dans ce cas-là, ils vous payent les frais. Mais vous avez des déplacements. Vous avez l'avion. Quand vous allez au Maroc, il faut prendre le ferry. Parce que si vous voulez suivre la piste, par exemple, qu'empruntent les djihadistes qui sont... Enfin, les djihadistes, c'est un grand mot. Les jeunes qui sont les laissés pour compte de ce qu'on appelle la mondialisation, qui sont paumés, qui viennent de Belgique, de France, d'Espagne, et qui vont au Maroc, il faut prendre le ferry entre le sud de l'Espagne à Tarifa, aller à Tanger. Et il faut voir aussi après, parce que pourquoi le Maroc? Parce que toute la zone nord du Maroc est une zone qui facilite vraiment facilement, je veux dire, qui communique facilement avec toute l'autre rive de la Méditerranée. Donc toute cette zone du Nord Maroc est pour les facilitateurs, c'est-à-dire ce sont les gens qui prennent en charge les jeunes qui arrivent quand ils arrivent par le ferry ou par l'avion à Tanger, c'est la plupart du temps par le ferry, puisqu'ils s'y rendent en voiture, mais il y a un tas de gens qui organisent leur voyage, même des cars, ils partent en voiture à plusieurs, et quand ils arrivent là-bas, après, ils sont envoyés soit sur la partie nord de l'Afrique, c'est-à-dire à destination du Mali, du Tchad, de la Libye, où ils peuvent partir après par la Libye, ou peut-être même directement par d'autres voies, directement sur la Turquie, pour servir de chair à canon contre la Syrie. Parce que vous avez évidemment tous ces... Il faut savoir, et là je vais y revenir, donc le plan de ces frères musulmans, c'est de faire une journée, ce qu'ils appellent une journée blanche, et une journée rouge, de faire alterner. Une journée blanche, c'est-à-dire on crée des troubles, on fait des manifestations, on fait des provocations de force de l'ordre, mais il ne faut pas qu'il y ait de sang. C'est pour amener la population, pour provoquer la population. C'est un peu la goutte d'acide sur le muscle de la grenouille, ça leur permet de voir comment ça réagit. Et la journée rouge, ce sont les mêmes journées, ce qu'ils appellent des journées rouges. Alors ça porte des noms différents selon les pays, hein. Des fois ce sont des journées rouges, des fois c'est des journées de la colère. Selon que vous alliez en Tunisie, en Libye ou en Syrie, ça porte des noms différents. Et les journées rouges, ce sont les mêmes journées, mais par contre avec ce qu'ils appellent la fabrication de martyrs. Il nous faut des martyrs, dit Granouchi. J'ai un rapport d'un service de renseignement où Ranouchi explique carrément à ses adeptes, là nous sommes en mai 1991, dans une lettre adressée fin avril à ses partisans, Ranouchi a réaffirmé la détermination de ce qui est appelé Ennahda à poursuivre la confrontation, quelque nombreuse que soient les victimes. Citation, nous considérons de bon augure l'accroissement du nombre des victimes et des martyrs, nous voulons des martyrs. Ils ont besoin des martyrs, ils ont besoin des morts. Alors vous avez qui sont arrivés en Turquie début 2011, les événements de Libye
ne sont pas terminés aujourd'hui, mais à l'époque ils étaient loin d'être terminés, des groupes qui ont été recrutés par les frères musulmans. Alors ces groupes sont recrutés, ne sont pas des combattants djihadistes comme vous les présentent les journaux, ce sont des jeunes qui sont recrutés dans la misère des pays arabes. Alors ça va d'Afghanistan, Pakistan, l'Égypte. Je veux dire, quand vous cherchez des jeunes à recruter dans la misère des pays arabes, c'est pas difficile. Un pays comme l'Égypte, vous avez 70% d'analphabètes et vous avez plus de 60% des gens qui survivent au-dessous du seuil de pauvreté. En 2011, les interventions des principaux membres du gouvernement et de la présidence française
Vous voyez bien que tout ça est alimenté et sous-tendu par toutes ces images. Par exemple, quand Juppé dit Bachar est un criminel, il tire sur son peuple, Fabius tient le même discours quelques mois plus tard. C'est vraiment la même stratégie qui, bien sûr, est dirigée par les États-Unis, qui sont fort contents de voir qu'il y a des dirigeants français qui font leur sale boulot, et qu'après tout, puisque les Français peuvent le faire avec les Anglais, c'est pas plus mal, ça nous évite de trop nous engager. Du reste, un autre aspect de la propagande aujourd'hui encore plus fort, le pétrole. Le trafic de pétrole réorganisé par l'État islamique. En 2014, il y a soi-disant une coalition internationale, qui est internationale que le nom, qui a été mise en place par les États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Alors là, c'est quelque chose de formidable, parce que les États-Unis vont mettre en place toute une organisation, paraît-il, pour lutter contre un groupe terroriste qui s'appelle l'État islamique, qui a été monté au départ par des généraux des États-Unis en 2004, qui s'est installé en Irak en 2006, avec l'objectif de déstabiliser tout le Moyen-Orient. Car le Pentagone avait fait une projection pour redécouper tout le Moyen-Orient, Arabie Saoudite comprise, en fonction évidemment des richesses que possède chacun de ces pays, de manière à ce que les transnationales états-uniennes puissent se les approprier avec le moins de difficultés possible. Il est évident que si la Syrie était dirigée par des valets comme ceux qu'il y a à la tête du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, il n'y aurait jamais eu de guerre en Syrie. Il y aurait eu un accord entre les dirigeants des transnationales du pétrole et du gaz pour pomper joyeusement les richesses de la Syrie, comme ils le font en Irak, après y avoir semé une guerre qui dure toujours depuis 2003 du reste. Donc là, vous avez après un autre aspect, si vous voulez, de ce conflit contre la Syrie, et de cette propagande qui est entretenue dans les médias français. La thèse à la mode aujourd'hui, en décembre 2015, c'est de dire qu'il faut une transition en Syrie. Le régime doit changer, Bachar el-Assad doit partir. Alors malheureusement pour eux, et puis il faut une nouvelle constitution. Alors déjà, plusieurs choses. Il y a une nouvelle constitution qui a été débattue dans tout le pays malgré la guerre et qui a été votée par les Syriens. Cette nouvelle constitution, par certains aspects, elle est plus démocratique que la constitution française. Deux exemples, les députés sont élus pour 4 ans et le Parlement doit comporter, les partis politiques doivent s'arranger pour présenter 50% de candidats issus de la classe ouvrière, paysans, ouvriers, et de ce qu'on appelle de ses alliés, c'est-à-dire artisans, etc., tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre à la transformation de la matière première ou à la transformation indirecte de la matière première, et 50% doit être composé par des intellectuels, professions libérales, fonctionnaires. Donc il y a la recherche, c'est pas facile à faire passer dans la vie, ça serait un excellent sujet de reportage s'il y avait des médias qui fonctionnent avec l'idée de faire du journalisme, mais il y a la recherche d'un équilibre au Parlement syrien qui soit vraiment représentatif de la population syrienne. Alors c'est intéressant pour nous parce que quand vous vous intéressez à la composition socio-professionnelle des députés de l'Assemblée nationale française, il n'y a plus un seul député qui soit lié à la classe ouvrière. Le dernier député, c'était Maxime Grémetz qui a claqué la porte et de l'Assemblée et de son parti. Il est resté communiste, mais comme le Parti communiste n'est plus un parti communiste. Et puis vous avez, il reste un député qui est lié, je crois, au monde agricole, qui est M. Lassalle du Béarn, je crois qu'il est encore député, et qui est technicien agricole, je crois, de formation, et de métier, pardon. Donc, deuxième chose, il faut des changements en Syrie, mais il faut savoir que les réformes ont été engagées bien avant 2011 en Syrie. Les journaux n'en parlent pas. De même qu'ils n'ont pas parlé de la nouvelle constitution, ils ne parlent pas des réformes qui ont été engagées. Une des réformes, alors il y a un tas de réformes dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale, incroyable. Et une des réformes, par exemple, ça a été de lutter contre la corruption. Alors ça a été très simple, la réforme qui a été votée, elle met à la retraite tous les membres des partis politiques ou des fonctionnaires de toutes les administrations régionales, locales, régionales, nationales, qui avaient plus de 60 ans. Alors ça, c'est pas bien vécu par des gens comme qui profitaient de leur position au sein de l'appareil d'État syrien pour se constituer des fortunes. Alors évidemment, ces gens-là, ils ont perdu leur réseau.
Donc aujourd'hui, sont devenus des financiers de la révolution. Parce qu'ils avaient mis quand même ce qu'il fallait dans des banques au Qatar, ou en Arabie Saoudite, ou même dans des banques occidentales, mais plus généralement dans des places offshore, de manière à ce que leur magot soit à l'abri. On ne sait jamais ce qui pouvait se passer en Syrie. Ils avaient bien fait du reste, parce que la réforme leur apportait un coup décisif. Alors c'est une lutte à long terme, mais c'est une lutte qui est engagée contre la corruption. Et du reste, vous remarquerez qu'aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, les États-Unis essayent de promouvoir, comme représentant de la soi-disant opposition modérée, je vais vous donner son nom exact, Riyad Hijab. Monsieur Riyad Hijab, c'est un ancien, c'est un monsieur qui est quand même arrivé au poste, il a été ministre de l'Agriculture et de la Réforme, et il a surtout été Premier ministre le 23 juin 2012, nommé par Bachar el-Assad. Bon, l'erreur est humaine. Mais M. Riyad Hijab, il a été au cœur de la deuxième tentative de coup d'État qui a été organisée par le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec les services occidentaux, principalement la France, les États-Unis et l'Angleterre, pour décapiter le gouvernement syrien. Comment devait se passer cette opération? Cette opération a été décidée lors d'une réunion qui s'est tenue à Tunis en février 2012. Elle avait pour objectif de faire rentrer en Syrie des milliers de combattants jusqu'aux portes de Damas et dans le même temps de provoquer toute une série d'attentats comme ceux qui ont eu lieu à Paris, sur le même modèle, mais auprès des institutions. Le premier attentat, effectivement, il y a eu un attentat qui a fait du dégât, qui a eu lieu, c'était en 18 juillet 2012, où il y a eu plusieurs des ministres, des vice-ministres de la sécurité et de la défense nationale qui ont été tués, et avec de nombreuses victimes. Et ils pensaient, si vous voulez, que suite à ces attentats qui avaient lieu dans différents endroits de Damas, que l'armée syrienne allait se retourner, allait adopter une attitude, disons, de neutralité, qu'elle allait laisser faire. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ça a provoqué au contraire une réaction de l'armée syrienne, et les combattants qui avaient été recrutés, qui étaient rentrés par la Jordanie et par la Turquie jusqu'aux portes de Damas, ont eu à faire face non seulement à l'armée syrienne, mais également au comité populaire, au comité de défense populaire de la population. Un autre sujet de reportage aussi pour les médias, ce sont ces comités de défense populaire. C'est la population qui s'organise, quartier par quartier, qui s'arme pour informer son armée, pour y renseigner sur les mouvements, et qui lutte à côté de l'armée syrienne. C'est quelque chose non plus que vous ne verrez pas dans les médias français. Tout au moins pas pour le moment, il faudra attendre encore un peu. Donc voilà l'individu que les États-Unis ont sélectionné pour représenter, soi-disant, l'opposition en question lors de la conférence internationale qui va tenter de se réunir dans les jours qui viennent. Alors cela pour vous dire que ce n'est pas crédible. Les Syriens ne peuvent pas accepter d'avoir comme interlocuteur un homme qui devait, si ce coup d'État réussissait, prendre le pouvoir, prendre carrément la place, prendre le pouvoir, et le temps que les États-Unis consolident leur position, amènent tout de suite des conseillers, etc. Un peu comme ils ont fait en Ukraine, quoi, hein. C'est un peu, en gros, c'est un peu le même schéma. Et ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur aujourd'hui, bon, il est quand même, il avait pris ses précautions, il s'est enfui en Jordanie, et la veille d'être arrêté. Il allait être arrêté pratiquement dès qu'il a été. C'est les services russes qui ont alerté leurs homologues syriens sur justement le coup d'État qui était en préparation et le rôle que jouait Riyad Hijab, qui était Premier ministre à l'époque. Donc ça, je vous parle de ça, c'est 2012. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, tout ça va très vite. Et lui, il avait pris ses précautions, il savait qu'il était impliqué dans le coup d'État, pour la bonne raison que c'est lui qui devait prendre le pouvoir si ça réussissait, et il avait envoyé sa famille en Jordanie. Et du reste, un de ses porte-parole a reconnu après que depuis plusieurs mois, il travaillait à renverser le régime, etc., etc. Là, je vous ai parlé du Conseil national syrien, donc de l'armée syrienne libre, créé par les frères musulmans. Le Conseil national syrien, présenté comme un Conseil national syrien, c'est plutôt un Conseil national des frères musulmans. Alors on y a mis quelques gars qui se promenaient par là, dont on ne savait pas quoi faire, pour leur donner une allure un peu de démocrate. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que les meurtres ont été tels, les attentats ont été tels, la boucherie était telle, c'est qu'en 2012-2013, Washington voit d'un mauvais œil ce que les médias français surtout essaient de présenter
latins, je dirais les médias de France, d'Italie et d'Espagne, essaient de présenter comme une opposition, avec du sang sur les mains. Parce que les photos qui commencent à circuler sur Internet, dont se glorifient tous ces... Vous vous rendez compte? Le gars, il était dans la misère au fin fond du pays arabe, il avait quelques dirhams pour vivre par mois, il se retrouve là avec une solde payée par le Qatar de 150 à 500 $ par mois en fonction de ses responsabilités, et il se retrouve surtout aux portes de l'Europe, en Syrie, en Turquie. Et là, il est sur Internet. Mais c'est formidable pour lui, c'est la reconnaissance. Toute sa famille, quand il va rentrer, va voir en lui un grand combattant révolutionnaire. Il faut voir un peu la mécanique. C'est des trucs à faire rêver, ça, même les pirates qui se trouvaient en Somalie, je veux dire. Et ils sont pris dans un jeu médiatique, enfermés, sans même s'en apercevoir. Donc ces gens-là, ils posent en photo, en décapitant, ils posent en brûlant. Alors, on nous a fait tout un cirque avec un enfant qui, paraît-il, était sur une plage pour justifier le rôle de l'avenue des réfugiés en France. Mais on a beaucoup moins vu ces prisonniers, ces soldats de l'armée syrienne qui ont été enfermés dans une cage et brûlés vifs avec du pétrole et auquel ils ont mis le feu. Et vous avez alors après, donc c'est pour vous dire que l'armée syrienne libre, Conseil national syrien, que font les États-Unis en voyant ça? Madame Clinton décide de faire une coalition nationale des forces révolutionnaires, etc., syriennes. En réalité, il s'agit de placer, de donner à cette coalition l'image d'opposants modérés, costumes, cravates, les gens propres sur eux, comme pour la Tunisie dont je vous parlais tout à l'heure des années 90. Nous avons en Europe des gens présentables, comme le dit du reste un agent de la DGSE, il fallait leur donner, alors là c'était sur la Libye, il fallait leur donner un aspect correct, un aspect qui soit présentable pour l'opinion publique, et sur le terrain, ce sont ces gens-là qui dirigent, qui organisent et qui recrutent les poseurs de bombes. Donc, ces gens-là, ils vont faire une délégation et ils vont être reçus à l'Assemblée nationale. Ils vont être reçus à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, une chose qu'il faut que je vous dise, ils vont être reçus à l'Assemblée nationale, je ne veux pas me tromper sur les dates, ça c'est le défaut du journalisme, au bout d'un moment, quand vous faites de l'investigation, vous voulez être précis. Le 23 juillet 2013. Le 23 juillet 2013, vous avez une délégation qui est composée de M. Farouk Taïfour. M. Farouk Taïfour, il fait également du portrait de famille que je dresse de l'opposition dedans. Et alors c'est un des responsables, c'est l'un des principaux responsables des frères musulmans syriens qui a en charge le recrutement, l'organisation de groupes criminels, terroristes. Et M. Farouk Taïfour sera notamment désigné par un rapport de l'Institut scandinave des droits de l'homme comme l'un des principaux artisans des rencontres en ce qui s'appelle l'État islamique, le Front al-Nosra, et également l'armée syrienne libre. M. Farouk Taïfour, donc, il est reçu à l'Assemblée nationale. Alors, ce jour-là, il a mis sa cravate, il a mis son costume, et il a à côté de lui des représentants de l'armée syrienne libre et des représentants du Conseil national syrien. Et quand vous lisez sur les comptes rendus et les questions des députés à l'Assemblée nationale et comment ceux-ci félicitent les gens qui sont à la tribune, vous vous interpellez parce que vous dites, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ils sont complètement ignorants de la situation, ils ne savent pas à qui ils s'adressent, ou alors s'ils le savent, c'est grave. Mais malheureusement, ils sont ignorants. Le problème, c'est qu'ils sont quand même députés, qui font partie de la représentation nationale, et qui s'adressent à des gens qui sont des criminels en puissance. Et que ces gens-là sont reçus pratiquement comme des chefs d'État à l'Assemblée nationale. Et du reste, le lendemain, une délégation de celle à laquelle participe M. Farouk Taïfour sera reçue à l'Élysée par le président de la République. Cela pour vous dire la duplicité avec laquelle ces gens-là arrivent à procéder, à se donner l'aspect de défenseur de droits de l'homme, la défenseur de la démocratie. Et en même temps, sur le terrain, les banderoles, c'est non à la démocratie, et puis c'est surtout, c'est la terreur. La stratégie des frères musulmans depuis 1928-1930, depuis que cette confrérie existe, elle se donne l'aspect d'une confrérie religieuse, mais en réalité c'est un groupe politique qui est piloté par Washington. Alors il faut savoir quand même, pour vous donner une idée de ce que sont les dirigeants des frères musulmans, le premier grand recrutement des frères musulmans, il aura lieu dans les années 1942-1943, où ils vont faire là une brigade. Alors je donne le nom dans le livre, je ne me rappelle plus du nom, je vous prie de m'excuser, mais c'est secondaire. Une brigade musulmane qui va être encadrée par des imams et par des officiers nazis. Et ils vont recruter, là, à l'époque, principalement sur la Turquie,
vous dire si déjà à l'époque, il y avait du potentiel. Ils vont recruter sur la Turquie, sur un peu le Pakistan, mais surtout la Bosnie et tous les pays musulmans proches de la Yougoslavie, parce que cette brigade musulmane qui est faite à l'initiative du grand moufti de Jérusalem lors de sa rencontre avec Adolf Hitler, elle a pour but d'aller chasser les communistes et les juifs de Yougoslavie. Et le siège de cette brigade sera Saint-Flour dans le Cantal, et ils vont avoir 4 ou 5 points d'entraînement dans des départements du sud-est de la France. Ils vont s'entraîner pendant près d'1 an, ils vont recevoir un entraînement par les soldats allemands, et après ils vont être envoyés en Yougoslavie pour lutter contre les partisans communistes de Tito à l'époque et contre les juifs. Je vous parlerai après d'autre chose, d'une autre brigade musulmane qui se met aujourd'hui en place en Ukraine. Toujours avec les mêmes. Et ça, c'est le premier grand recrutement des frères musulmans sur plusieurs pays arabes. Le deuxième grand recrutement, c'est la première guerre d'Afghanistan. Nous sommes dans les années 80, 82, 86, c'est la première guerre. Et là, c'est un recrutement qui va se faire essentiellement avec le soutien de l'Arabie Saoudite, du Qatar, mais surtout l'Arabie Saoudite, avec les États-Unis et les services anglais et la DGSE française. En 1982, François Mitterrand, qui est président de la République, des seigneurs de la guerre qui veulent reprendre le pouvoir de la première république laïque d'Afghanistan, de la jeune république laïque, pour pouvoir continuer leur commerce, parce qu'ils tiennent tous les champs d'opiacés, donc pour pouvoir continuer le commerce de drogue. Et ces combattants donc, vont être exfiltrés sur le Pakistan. Du Pakistan, ils vont venir en France où ils seront entraînés à Sercotte et dans 2 autres camps militaires dont je donne les noms. Vous avez du reste un journaliste qui s'est intéressé plus spécialement à cette question du rôle des renseignements français pendant la guerre d'Afghanistan. Ça, c'est le deuxième grand recrutement. Le troisième grand recrutement, ça va être sur la Libye, et le quatrième grand recrutement sur la Syrie. Alors, tenant compte que sur la Syrie, ce sont des dizaines de milliers de combattants qui sont amenés en Turquie. La Turquie soutient le terrorisme dès son origine, depuis 2011, dès que commencent les conflits contre la République laïque syrienne. Les tireurs qui sont sur les toits en Syrie, à la ville de Dera, et après, et plus tard dans d'autres villes de Syrie, rentrent par la frontière turco-syrienne. Ils ont été amenés là, si vous voulez, et leur objectif, c'est de faire des martyrs, provoquer les forces de l'ordre, et arriver à la situation que vous connaissez, comment ça s'est enflammé après, par la suite, parce que mettez-vous à la place des forces de l'ordre, les gars se font tirer dessus. Imaginez ça dans une cité en France où la police ne peut pas rentrer, c'est aussi quelque chose qui peut arriver, parce que vous avez ce qu'on appelle les sonnettes aux portes des cités qui préviennent dès qu'il y a une voiture étrangère à la cité ou quelqu'un qui apparaît qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc qui font courir le bruit, attention. Bon, là, dans ce genre de cité, vous pouvez très bien avoir des manifestations de ce genre-là, mais pas seulement dans les cités. Vous pouvez très bien imaginer en France des manifestations pacifiques avec des gens qui se mettent à tirer sur les toits, sur les manifestants et sur les forces de l'ordre. Alors c'est quelque chose qui est envisageable dans des conditions extrêmes. Pour le moment, ils se contentent des attentats. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je dis que la Turquie soutient le terrorisme depuis 2011, la Turquie n'est pas seule. Elle le fait avec le soutien des États-Unis, de la France et de l'Angleterre, principalement des pays occidentaux, de cette coalition internationale. Regardez, c'est merveilleux, cette coalition internationale, merveilleux entre guillemets, existe depuis 2014. Entre 2014 et le milieu de l'année et septembre 2015, il n'y a pas eu un bombardement de cette soi-disant coalition internationale pilotée par Washington. Ils n'ont pas réussi à détecter ni les centaines de voitures Toyota toutes neuves, non immatriculées, qui circulaient à travers le désert. Pourtant, quand vous avez plusieurs centaines de véhicules, des colonnes entières avec des pick-up armés qui se déplacent dans le désert, je veux dire, les satellites espions, ils les repèrent. Quand vous avez des centaines de camions-citernes qui transportent du pétrole, les uns derrière les autres, sur des centaines de kilomètres, depuis les puits de pétrole qui sont sur la Syrie jusque sur la frontière turque, jusqu'en Turquie. Et en Turquie, ce sont des sociétés pétrolières qui traitent avec l'État islamique pour que le pétrole parte ensuite sur l'Europe. Ça, on y viendra
On y viendra plus tard, je pense qu'il y aura d'autres révélations qui viendront dans les mois qui viennent. Et là non plus, les satellites espions n'ont rien repéré. C'est-à-dire que les États-Unis ont laissé faire l'enrichissement, l'implantation et le développement de l'État islamique, du Front al-Nosra, de tous ces groupes, en faisant croire à l'opinion publique qu'ils menaient une guerre contre le terrorisme. Mais vous savez, de même ordre d'idée, les flots de migrants qui ont débarqué, les 800 000 migrants qui ont débarqué par les deux voies principales qui sont, vous avez la voie qu'on appelle la Méditerranée, ceux qui viennent de Libye, et vous avez la voie dite des Balkans. La voie des Balkans, c'est s'ils viennent de Turquie. En réalité, on vous présente des gens comme des Syriens, comme des etc. Ce sont des Syriens, effectivement. Il y a des Afghans, il y a tout ce que vous voulez dedans. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas en Syrie. Ces gens-là, ils étaient en Turquie ou en Jordanie. Ils étaient dans les camps de réfugiés du Haut Commissariat aux réfugiés de l'Organisation des Nations Unies. Il faut savoir que pour la seule année 2015, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, a un budget pour le seul conflit syrien, donc juste pour ce conflit, de plus de 350 millions de dollars. Et ces gens-là, ils se sont déplacés. Alors vous avez vu, ça a surgi comme ça dans les médias d'un seul coup. Mais quand vous avez des dizaines de milliers de personnes qui franchissent illégalement les frontières, pas la frontière turque, hein, pour sortir de Turquie, ils n'ont eu aucun problème. Ils sont rentrés, ils ont commencé à avoir des problèmes quand ils sont arrivés sur la Macédoine, sur la Grèce, puis après sur la Hongrie. Ils avaient une base qui était prévue depuis longtemps, qui était au Kosovo, la république reconnue par la petite Europe de Maastricht, qui leur sert de base pour après partir sur l'Europe occidentale. Donc, si vous voulez, ils se sont déplacés, personne n'a rien vu, les médias surgissent, les élus en France, il faut les accueillir, les pauvres migrants, les pauvres gens, on ne peut pas les laisser comme ça, d'où viennent-ils? Mais il faut les aider. Et alors les satellites espions, parce que la France a des satellites espions quand même, je vais vous expliquer pourquoi, parce que la direction du renseignement militaire a repéré ces flots de migrants, mais depuis leur départ. Je veux dire, elle sait comment ils ont passé la frontière turque, la direction du renseignement militaire, et elle sait également le cheminement et les trajets qu'ils emploient. Et là, on découvre subitement, alors, quand la DRM, la direction du renseignement militaire, repère qu'elle surveille une zone, donc avec ses satellites espions, quand elle repère quelque chose d'anormal, elle fait tout de suite ce qui s'appelle une note de renseignement. Et cette note de renseignement est transmise aux principaux dirigeants militaires et politiques pour les informer. Voilà, il y a un fait anormal qui se passe et elle décrit. Après, c'est aux politiques de décider de ce qu'ils font. Nous, on a les dirigeants français, c'est pas nous qui sommes en guerre, ce sont les dirigeants français. Les dirigeants français ont laissé faire. Ils ont laissé faire avec plusieurs objectifs. L'un d'entre eux étant, bien évidemment, de casser le contrat social français. Vous avez vu déjà monsieur le président d'Airbus, Tom Enders, qui dit qu'il faudrait déréglementer encore plus loin l'économie, à l'exemple des États-Unis, pour incorporer les migrants dans l'économie française. Enfin, là, déjà, les Allemands sont un peu plus réticents parce qu'ils commencent à compter en dizaines de milliards par rapport à l'intégration de ces flots soudains. Ce n'est pas des populations qui arrivent comme on l'a connu dans le passé, avec des gens qui se déplaçaient, des Polonais, suite à des conflits régionaux, d'Espagne, d'Italie ou autres, à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Là, c'est des flots qui viennent d'un seul coup. Alors, ils viennent d'un seul coup principalement de Turquie et de Libye. Pourquoi la Libye ? Parce qu'en Libye, il faut savoir qu'avant 2011, les principaux trafiquants d'êtres humains sur la côte méditerranée du Maroc jusqu'à l'Égypte, c'étaient les Libyens. Kadhafi a fait, à l'époque, démanteler toutes les filières de trafic d'êtres humains. Et ces dirigeants de réseaux mafieux ont été emprisonnés dans la prison de Benghazi, à l'est de la Libye. Et ils se sont retrouvés avec quelques-uns des principaux dirigeants islamistes qui étaient aussi emprisonnés dans la prison de Benghazi. Et ce n'est donc pas un hasard si ceux-ci ont été si d'une part les troubles en Libye en 2011 ont éclaté à partir de Benghazi, tout simplement parce que ces trafiquants d'êtres humains et ces dirigeants dits islamistes ont été libérés par la CIA, la DGSE française et des agents du Qatar. Mais après, ils étaient redevables un peu à leurs employeurs, si j'ose dire, en leur disant, bon, vous nous avez libérés, on va vous rendre service. Et le service, c'était vous reprenez votre trafic, mais
vous nous donnez une partie des profits. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, ce trafic d'êtres humains qui vient essentiellement qui vient des pays de la misère, des pays d'Afrique noire, qui transitent par la Libye, c'est une des sources de financement de ces réseaux. Au point que vous avez eu en début juillet 2015, cette année, une intervention de la magistrate belge, Madame Michel Konings, qui préside la Eurojust. Eurojust, c'est une organisation qui se trouve près du Conseil de l'Europe et qui est en charge d'harmoniser la lutte des différents services des pays européens contre le terrorisme et contre la grande criminalité internationale, qui a dit, sans pouvoir donner encore tous les éléments, que les flots de migrants servaient non seulement à financer les groupes de l'État islamique et d'autres groupes, mais également à exfiltrer et à infiltrer sur la zone Europe des combattants. Et l'autre zone, donc la Turquie, tout simplement parce que M. Erdogan, après avoir accueilli depuis 2011 ces dizaines de milliers de combattants qui se trouvent dans des camps le long de la frontière turque, de la frontière turco-syrienne, sur les 900 km de la frontière turco-syrienne, il les a accueillis, mais depuis que la Russie a décidé de coopérer avec les autorités militaires syriennes, iraniennes et irakiennes contre ces groupes terroristes, M. Erdogan est obligé de se délester de ces combattants. Le problème, c'est que ces combattants ont été recrutés par les frères musulmans, qui sont son principal soutien politique. Si M. Erdogan est encore au pouvoir, c'est grâce aux frères musulmans. Mais il faut qu'il se déleste de ces combattants. Alors, c'est bien de délester parce qu'en même temps, lui, il laisse partir toute une partie de ses populations, parce que là, c'est les avions russes maintenant, c'est fini la guerre avec je pose en vidéo, je tranche les têtes, etc. Là, maintenant, c'est d'autre chose qu'il s'agit, hein. C'est plus la guerre de Perrette. Et donc, ces gens s'en vont en Turquie, ils partent en flot, ils les laissent partir, bien sûr, il a tout intérêt à les laisser partir. Et puis, dans le même temps, si vous voulez, ils ont créé, pour vous dire jusqu'où ça va le cynisme de ces dirigeants turcs, ils ont créé en 2014, avec les dirigeants ukrainiens, une brigade internationale musulmane, une brigade musulmane internationale, appelez ça comme vous voulez, qui a été encadrée et exfiltrée de Turquie par les services de renseignement turcs, jusqu'en Ukraine, de plusieurs milliers de personnes, qui aujourd'hui sont stationnées en Ukraine avec l'objectif de créer des troubles, sur la Fédération de Russie, la Crimée et les pays d'Asie centrale. Voilà, tout ça c'est pour vous donner une idée un peu... Peut-être qu'il faudrait faire un droit à des questions. Un peu, voilà. Donc je vais m'arrêter là, il y aurait peut-être encore beaucoup de choses à pouvoir à vous exposer, mais c'est pour vous dire comment les attentats qui ont eu lieu à Paris le 13 novembre dernier ne sont pas le fait du hasard. Ceux qui ont préparé le terrain et la possibilité de ces attentats, ce sont ceux qui, depuis 1990, s'imaginent pouvoir instrumentaliser ces groupes criminels, les utiliser contre les pays arabes au profit des transnationales, parce que c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est plus la Maison-Blanche qui dirige les États-Unis, elle tente de diriger, mais c'est surtout le conglomérat des grands patrons des grandes sociétés transnationales états-uniennes qui sont en difficulté. Hein. Les États-Unis, c'est un pays qui sont insolvables aujourd'hui. Donc nous sommes là dans une situation catastrophique, parce que ce que l'on voit aussi, au travers de tous les discours, les interventions, etc., c'est la volonté des États-Unis, mais d'aller sur un conflit majeur. C'est-à-dire que la Syrie ne leur suffit pas, il leur faut quelque chose de beaucoup plus important. Donc ils essaient maintenant de déplacer le conflit sur l'Ukraine au cœur de l'Europe, avec l'objectif, ils ne peuvent pas y aller comme ça, mais d'attaquer par un tas de biais la Fédération de Russie. Ça c'est l'un de leurs jeux. Mais nous sommes dans une situation qui est très dangereuse, parce que tous les ingrédients se mettent en place les uns derrière les autres, et on voit bien que tout derrière les discours officiels qui sont faits dans un tas de conférences internationales, la guerre et les massacres continuent et se développent avec des avancées, des reculs, mais c'est une situation vraiment explosive. Voilà. Bon, alors après, si vous avez des questions, je suis bien sûr à votre disposition.